5, 4, 3, Matt! Hey Simon, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci de m'avoir invité à ton show. J'allais dire merci d'être venu. Un homme occupé, un cher monsieur qui travaille pas mal fort. Un peu comme tu disais, on a une vision, hein, donc on se laisse porter par ça, puis on arrête rarement, mais je suis content d'avoir pris le temps parce que j'aime beaucoup le travail que tu fais. Et c'est gentil. Comme de fait, de faire partie de quelque chose que tu crées, je trouve ça vraiment cool. Ah, c'est nice. C'est flatteur en commençant. Tabarouette, je me sens déjà... c'est moi la vedette quasiment, là. Pour les gens qui te connaissent pas, j'aimerais ça qu'on me fasse peut-être un petit backtrack. Je sais que la plupart des gens de notre entourage te connaissent, mais pour les gens qui vont tomber sur le podcast dans 1 an, 2 ans, 1 mois, 2 semaines, qu'est-ce que tu aurais à leur... se demander c'est qui Matt Boulay. C'est qui cette personne-là? Là? Matt Boulay, c'est un ostéopathe qui s'est rendu compte que l'ostéopathie, c'était génial, mais qu'on n'avait pas des résultats qui étaient durables dans le temps au niveau de la sphère physique et qui, à ce moment-là, s'est intéressé à l'aspect un peu plus, je dirais, de motricité, donc neurologique, à savoir pourquoi et comment les gens accusaient des déséquilibres qui étaient musculaires, posturaux, puis pourquoi ils pouvaient avoir des symptômes à cause de ça. Okay. Donc, je suis devenu posturologue et puis spécialiste en neurologie fonctionnelle et je combine ces deux approches-là dans une philosophie ostéopathique pour avoir des résultats au niveau physique, cognitif, et puis je sais que c'est ça qui t'intéresse aussi, et au niveau émotionnel. Oui, puis dans le fond, tu es dans le tangible, puis tu restes... J'aime le fait que tu as comme jumelé un petit peu deux spécialités pour en faire une. Est-ce que, pardonne mon ignorance, mais est-ce que la posturologie est une science que tu apprends à l'école ou c'est quelque chose que tu jumelles par des compétences transversales, par exemple? En fait, tu vois, il y a 4 universités, c'est une excellente question. Il y a 4 universités européennes qui enseignent un diplôme interuniversitaire. Donc, c'est à peu près l'équivalent d'une maîtrise en Amérique du Nord en posturologie. Ça reste quand même très théorique à l'université. Moi, je me suis fait former par un orthopédiste chirurgien qui s'appelle Dr Bernard Bricot, qui, depuis 1985, forme des posturologues dans la méthode pratique, donc à savoir qu'il y a des applications pour avoir des résultats concrets. Et c'est ce qui fait que, moi, ça fait depuis 2002 que je suis formé, donc ça fait un petit bout que je vois les choses. Évoluer à gauche et à droite. Ouais. J'aime le terme d'application que tu dis parce que c'est rare que les gens... En fait, est-ce que ton background en entraînement a une espèce d'aspect qui touche de gauche à droite, je sais pas trop, au fait que tu appliques vraiment beaucoup la science que tu as étudiée? Oui, parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'étais entraîneur au départ. Tu as les théoriciens, puis tu as les praticiens, puis genre, tu sembles beaucoup plus être praticien. J'étais vraiment de terrain dès le départ. Ça a été peut-être un peu ma déformation professionnelle. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, les gens qui ont les théories, mais où il n'y a pas d'application, je trouve ça charmant, mais ça ne me sert pas à grand-chose parce que ça ne m'aide pas à aider les gens. Donc, comme je viens du domaine de l'entraînement, ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, j'entraînais monsieur, madame, tout le monde qui avait des symptômes. Je me suis dit sûrement qu'ils ont des symptômes parce que monsieur, madame, tout le monde. Donc, je me suis assez bien formé pour en entraîner des athlètes de haut niveau. Puis à partir du moment où j'ai eu des athlètes de haut niveau, entre autres des joueurs de hockey professionnels, parce qu'au Québec, c'est surtout ça le marché qu'on vise tous. Puis je me suis rendu compte qu'eux autres aussi avaient des symptômes. Là, je me suis dit, finalement, ça n'a peut-être pas rapport autant avec ce qu'ils font. C'est peut-être, finalement, ils ont des déséquilibres qui n'ont aucun rapport avec ce qu'ils font. Puis je me suis rendu compte avec le temps que les déséquilibres qu'on a aujourd'hui, on les bâtit entre 0 puis 1 an, bien avant qu'on soit athlète de haut niveau. Alors là, mon obsession, c'est de trouver le pourquoi des déséquilibres qu'on a aujourd'hui. Et pour réussir à faire ça, il faut s'intéresser à ce qui s'est passé entre 0 et 1 an. C'est quand même... C'est dans les périodes de ta vie où tu te rappelles probablement de 0 puis une barre, là? 0. Sauf qu'heureusement, on a des connaissances qui nous permettent de savoir un peu dans quel ordre, quel procédé devrait se dérouler. Tu vas en déconstruisant, j'imagine, le problème, si on veut, jusqu'à la source initiale qui va être probablement... 100%. OK, je comprends. Ouais, dans le fond, on reconnaît qu'il y a entre 0 et 18 mois, 72 mouvements qui devraient être intégrés pour que l'être humain ait accès. Oui, juste 72. Ouais. Et puis, tu sais, c'est pas surprenant si la France a gagné la Coupe du monde de football parce que, ça crée un peu de controverse, mais 13 des joueurs de l'équipe française sont africains. Et quand on regarde les différents pays du monde et à savoir comment et, en fait, dans quelle dimension les enfants se développent, on a en Amérique du Nord un problème qui est la répression instinctive. Alors, à partir du moment où on dit beaucoup plus souvent non à un enfant qu'on lui dit oui, parce qu'on veut pas qu'il se blesse, parce que ci, parce que ça, parce qu'on a peur, en fait, nous. Et je dis pas qu'il faut pas... c'est l'insécurité qu'on projette. Hein? Et c'est un peu dramatique quand on la projette à des petites bébites qui ne veulent que se développer et ils ne peuvent le faire que par le mouvement. À partir du moment où on limite ce développement moteur, ce sont toutes les capacités physiques de cette personne-là qu'on limite
pour le restant de sa vie. Alors, en Afrique, tu peux comprendre qu'on a un peu moins de répression instinctuelle c'est ce qui fait en sorte que ça devient les meilleurs athlètes du monde dans les sports démocratiques. Alors, dès qu'un sport a besoin de sous, il y a beaucoup moins d'Africains. Mais dès qu'un sport est un peu plus démocratique, le soccer, c'est un très, très bon exemple. Ouais. Puis l'accès aussi, parce que finalement, jouer au soccer, ça coûte pas très cher. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, les Nord-Américains sont beaucoup moins compétitifs. On commence à le voir avec le hockey sur glace, où il y a de moins en moins de Québécois, entre autres, ou de Canadiens qui sont recrutés. C'est vrai. Tout ça... Je suis ça de loin, mais je me rappelle, quand je l'écoutais peut-être en 2010, 2012, 2013, peut-être plus activement. En fait, quand j'avais une télé, j'étais plus porté à écouter le hockey. Tu voyais plus de non-québécois sur les glaces, pas nécessairement juste au Québec. Là, avec les Canadiens de Montréal, t'en voyais comme ailleurs dans le monde, à LA et tout. Mais maintenant, t'entends plus parler. T'entends des noms américains, des noms qui viennent d'européens, qui viennent de la gauche beaucoup de l'Europe de l'Est. Ouais, et quand on regarde les techniques d'entraînement en Europe de l'Est, on est beaucoup plus près de ce que je propose comme modèle. À savoir que déjà, on fait faire beaucoup de sports qui développent des aptitudes plus générales avant le hockey. On spécialise peut-être trop tôt au Québec. Tu sais, quand on dit qu'on est né avec un bâton de hockey dans les mains, c'est pas très loin de la réalité. Et il y aurait des habiletés motrices à développer qui sont primordiales avant de toucher à un sport asymétrique comme le hockey. Ma suggestion personnelle, c'est de commencer les sports unilatéraux à 7 ans. Et c'est toujours commencer beaucoup plus tôt parce que ça prend jusqu'à 7 ans de développer un accès maximal à ces chaînes musculaires. Donc, si on commence avant, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que si on veut un résultat optimal, on bloque en fait le développement normal. Et c'est ce qui fait que dans certains pays, on commence un peu plus tard. Puis ce qu'on fait avant ça, c'est pas des jeux vidéo. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la gymnastique, de la natation et donc des activités du ballet aussi. Des activités qui développent, dans le fond, le contrôle du corps dans les 3 dimensions, l'équilibre, donc des capacités ou des qualités fondamentales qui mènent à des meilleurs mouvements. Après ça, que ce soit un mouvement sur des patins ou un mouvement dans un autre contexte. Une base qui est vraiment apprise déjà. Ça fait de bons athlètes qui deviennent de bons joueurs de hockey. Alors, je suis pas le seul à le dire, mais c'est vrai qu'au Québec, on commence à critiquer de plus en plus la spécialisation trop tôt. Puis, on fait même le lien avec le risque de blessure qui augmente parce qu'on travaille toujours les mêmes articulations dans les mêmes angles, les mêmes groupes musculaires. Jusqu'à un certain point, je pense que oui. Mais je pense que la cause la plus imposante, c'est quand même les déséquilibres qu'on acquiert entre 0 et 1 an, bien avant qu'on touche finalement à un sport. Tu as mentionné tantôt que c'était pas nécessairement les sportifs que tu remarquais qui avaient ces problèmes-là au niveau, je sais pas, mal de dos chronique ou des choses comme ça qui peuvent être plus génériques, que les gens peuvent se sentir attachés ou associés. Tu as mentionné aussi les gens normaux. Qu'est-ce que tu as trouvé depuis toutes ces années-là d'expérience, puis d'études, puis d'analyse, la corrélation qu'il y aurait peut-être entre les deux? Si tu en as trouvé une. Oui, non, absolument. Puis tu sais, ce qui arrive, c'est qu'on confond souvent 2 concepts, la cause puis le contexte. Les gens vont souvent dire que finalement, ils ont des douleurs à cause de ce qu'ils font. Et l'exemple parfait que j'aime souvent donner, c'est que, si t'as... Puis tu vois, Guillaume l'a mentionné quand il te parlait, donc je vais te donner un autre exemple. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire, les gens souvent vont blâmer les tâches ménagères comme étant des causes. Je dis bien des causes de leur douleur. Ça crée Exactement. Comme de faire la vaisselle ou de passer la balayeuse. Alors, c'est vrai que le premier conseil que je donne à ce moment-là au client, c'est de peut-être demander au conjoint ou à la conjointe de faire la vaisselle et de passer la balayeuse. Et puis, je me dis, de toute façon, même si on réussit à faire ça, probablement que ces gens-là se plaindraient de d'autres choses. Donc, évidemment, on ne règle pas le problème. C'est ce qui fait qu'on vient qu'à dire que finalement, ce sont ces activités-là qui sont ingrates. Et à partir du moment où on retrouve chez ces gens-là des déséquilibres posturaux, c'est à partir du moment où ils les ont plus que souvent, ils sont capables de retourner à ces activités-là sans problème. Un exemple concret, j'ai une dame qui est serveuse et qui faisait des quarts d'à peu près 12 heures des fois, parce que c'est des journées de fou. Puis elle me disait, la douleur que j'ai à l'omoplate droite, c'est nécessairement parce que je suis droitière, puis toute la journée, j'ai des assiettes dans la main droite et c'est lourd. Elle associe un... Puis on peut pas lui en vouloir dans le sens où, écoute, c'est vrai que tu as une charge à tolérer à droite toute la journée. Après 3 mois d'intervention pour créer de l'équilibre, elle faisait maintenant des fois des quarts de 16 heures et elle avait plus les douleurs qu'elle avait quand elle faisait 12. Ça fait que la seule chose qu'on peut déduire de ça, c'est qu'à partir du moment où on s'est tenu pour l'équilibre puis qu'on l'a créé petit à petit,
par-dessus goutte, ben c'est quand même que, bon, elle avait 2 choix. Elle aurait pu quitter son emploi. C'est pas à la portée de tous. Donc, l'idée, c'était de la rendre assez résiliente pour qu'elle puisse le faire puis qu'elle n'ait pas les mêmes symptômes. Donc, ça, c'est un exemple concret qui dit que... Ça augmente beaucoup la qualité de vie, là, directement. Oui, donc c'est pas ce qu'on fait. Le problème, c'est notre capacité à pouvoir le faire. Et quand il y a un déséquilibre, ça a été démontré, il y a une corrélation quand même assez imposante entre les déséquilibres et, en fait, 3 facteurs. La prise de médicaments pour la douleur, la cessation d'activité, puis les douleurs physiques. Il y a un rapport direct qui a été fait entre les 3. Prise de médicaments, tu parles Sénat, Advil, tout le tralala? Oui, tout ce qui serait médicaments pour la douleur. En fait, des antalgiques. C'est une étude comparative qui a été faite, ça a été remis dans un congrès européen en 2005 à Lyon. Et puis, bon, évidemment, c'est un lien de corrélation. On n'a pas pu faire le cause à effet, mais quand même un lien de corrélation important. J'entends à plusieurs reprises de ces temps-ci, tout ce qui est comme les Tylenol, les choses-là, qu'il y a beaucoup de trucs cancérigènes à l'intérieur finalement, puis non, tu sais, c'est nouveau. Oui, tu sais, moi, je ne m'y connais pas en pharmaco, donc je ne pourrais pas me prononcer parce que c'est vraiment pas ma spécialité. J'ai entendu, c'est justement, il y avait beaucoup de causalités, justement, liées à d'anciennes études, que j'ai comme vu de haut de titre, tu sais, qu'on pourrait dire, mais récemment. Ça l'a popé dans les nouvelles. C'est possible. Tu sais, il y a de plus en plus de scandales. Johnson & Johnson, récemment, qui est poursuivi pour des milliards pour des ingrédients qui pourraient causer le cancer. Quelque chose comme ça que j'avais Oui, donc, bon, ça va continuer à arriver, d'après moi, parce que finalement, ce qui arrive, c'est que on a peut-être abusé un peu là, du côté des substances utilisées. Là. Puis dans les produits qui sont en vente libre, la poudre pour bébé, c'était pas une prescription médicale. Donc, on n'a pas besoin d'aller très loin des fois pour voir. Puis à la limite, le Vioxx qui fonctionnait super bien pour la douleur, mais qui a été retiré du marché, c'était un médicament qui était produit par Merck. Et puis Merck a pris une superbe débarque. Ils en sont jamais revenus, en fait. Vioxx, c'était vraiment un de leurs meilleurs vendeurs, mais ils commençaient à avoir trop de morts. Et là, ça commençait à être gênant, j'imagine. Alors, ils ont dû retirer le produit. Mais à ce jour, quand tu parles à des gens qui ont été en douleur chronique toute leur vie, ils vont dire mais ça fonctionnait. Bon, ça fonctionnait. Est-ce que ça allait à la cause? On peut toujours en débattre, mais c'est sûr que c'était efficace pour contrer la douleur. À quel coût? Ben, évidemment, le coût, les instances publiques ont trouvé que le coût était trop élevé, en fait. C'est comme la vie de plusieurs personnes, ça fait... J'imagine qu'il y a un nombre de personnes mortes à un moment donné qui fait que si on dépasse... ça sort des tablettes, là, tu sais, qui sont genre... Je sais pas trop comment ça fonctionne, le système d'analyse, mais je serais curieux de voir quand est-ce qu'on dit « OK, je sais que ça fait... » Parce que, tu sais, on parle souvent des profits des pharmaceutiques, puis oui, je veux bien, mais ce qu'il faut comprendre aussi, puis je suis pas là pour défendre personne, mais juste, il faut comprendre que pour mettre un médicament... pour mettre un médicament en marché, là, c'est des milliards d'investissements. Alors, c'est quand même que quand on te le retire... tu peux vraiment manger une super claque. Puis Merck a vraiment, depuis ce temps-là, à ce que je sache, n'a pas récupéré de ça. J'ai quasiment pas de peine là, si la cause de leur production tuait du monde. C'est sûr. Ah non, puis il faut qu'ils reconnaissent le tort. Là. C'est ça, absolument. C'est juste pour dire que c'est une industrie qui est quand même très difficile. C'est particulier, effectivement. Beaucoup de lobbying. Puis de la compétition aussi. Donc, à la limite, je sais pas, moi, s'il y a une compagnie qui dit « nous, on veut faire autrement », ben ils survivront peut-être pas. Donc, on s'en manger, puis genre... c'est bizarre, ton usine a pogné en feu hier. Tout d'un coup, tu sais, ça, c'est comme les bars de danseuses. Des fois, on sait pas pourquoi ils disparaissent, là, mais on se pose pas trop de questions. Puis, un nouveau nom. On continue notre vie à ce moment-là. Qu'est-ce que... On s'en allait quelque part avec l'autre sujet avant de parler de médicaments. On s'en allait par rapport à la causalité entre, justement, donc, les 3. On va blâmer les activités qu'on fait. Puis à partir de ce moment-là, ben, l'idée, c'est d'augmenter le niveau de résilience, un peu comme à l'exemple de la dame dont je te parlais qui est serveuse. Donc, je me dis, les gens, souvent, ont abandonné un profil d'activité. Donc, on sait que les déséquilibres posturaux sont en lien avec la cessation d'activité. Donc, j'arrête de faire ça. Tu sais, puis c'est un peu ça, vieillir, en fait. Hein? Parce qu'on se dit souvent, bon, c'est avec l'âge qu'on commence à avoir un peu moins de capacité. Moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait un ralentissement physiologique parce que de toute façon, même si je m'ostine, j'y arriverai pas. Mais il y a une différence pour moi entre ralentissement puis diminution de capacité de façon remarquée. Ce qui fait que les gens que je vois qui vieillissent plus vite, entre autres, ont des déséquilibres posturaux importants. Et écoute, je vais avoir 40 ans cet été, puis des gars de mon âge qui vont faire des soulevés de terre à 3 RM, puis qui vont s'entraîner lourd, souvent, sans jamais se plaindre,
J'en connais pas. J'en connais pas. Puis là, ils vont dire, et puis tu vois, la mode à mon âge, c'est de dire, tu sais, je m'entraîne plus vraiment comme avant. Ouais. Là, j'ai des enfants, ce que j'ai pas encore, mais bon, j'ai la job. Puis à partir de ce moment-là, mon but, c'est plus vraiment d'être musclé, fort, et puis avoir des abdos, parce que j'imagine qu'un jour... Give up, là, ouais. Tu sais, alors là, ils vont faire du yoga. Puis tu sais, j'ai absolument rien contre le yoga. On place le yoga aujourd'hui. Ben, tu sais, c'est que c'est pas la même chose. Non. C'est pas la même chose. Puis je pense que plusieurs hommes, je les connais personnellement, qui, à un moment donné, se disent, puis en quelque part, s'ils sont actifs, c'est bien. Mais c'est juste que c'est un peu ça, vieillir. C'est un peu de dire, je m'en vais faire du yoga parce que je peux plus faire des deadlifts. Et à partir du moment où tu aimes les deadlifts, mon but, moi, c'est de te ramener à pouvoir en faire. Et puis, j'haïs pas être le porte-parole de ce que je promouvois. Puis en fait, il y a 4 ans, je suis retourné m'entraîner parce que j'en avais plus rien à cirer de m'entraîner. Entre autres, pour prouver que les méthodes que j'utilisais étaient efficaces. Puis je m'étais dit, il y a pas mieux que de le faire sur moi-même pour le prouver. C'est un peu l'objectif du podcast aussi. Je parle à tous mes clients que c'est important de créer du contenu, documenter leur processus de développement d'entreprise, rencontrer des gens intéressants, mais je pense que de le faire soi-même, ça démontre aussi que je crois en ce que je dis. Ouais, c'était un peu... Ouais, ben c'est ça, c'était un petit peu de me le prouver aussi à moi-même parce que, tu sais, bon, de voir des résultats avec les autres, c'est bien, mais puis j'ai toujours aimé m'entraîner. C'est juste qu'à un moment donné, dans un processus de développement d'affaires, je me suis dit, j'ai plus le temps. C'est facile, hein? Ça fait que là, à un moment donné, j'étais en coaching avec mon ex-patron, en fait. Puis tu vois, il m'a dit quelque chose de fondamental. Puis ça peut peut-être aider les gens qui écoutent. Il m'a dit, Matt, il dit, mon ancien patron, Philippe, avait pris des cours pour devenir coach en développement intégral. Et puis, dans une des sessions qu'il avait à faire pour avoir son diplôme, à un moment donné, c'est ça, il me dit, je sais que tu aimes t'entraîner, mais tu le fais plus. Il dit, pourquoi? Je dis, Philippe, moi, j'ai des objectifs de carrière qui sont X. Puis à chaque fois que je passe 1 heure dans le gym, c'est 1 heure que j'ai pas pour me développer dans ma business. Ça fait que nécessairement, l'équation est très simple. Je m'entraîne plus. Parce que c'est au moins 4 heures par semaine. Un peu plus quand tu calcules le déplacement, la douche. Ça. On est facilement à 6-7 heures. Le shake, puis la conversation que tu as avec les gars et les filles avec le shake. Ça fait que t'es facile à 7 heures. Là. Mais 7 heures par semaine, c'est quand même beaucoup. Ça fait que il dit, écoute, t'as des objectifs de réussir, je sais pas, moi, X en 2 ans. Je dis, ouais. Il dit, puis si ça en prenait 3, ça changerait quoi? Puis j'étais assis dans le sofa, puis j'ai fait... Dans le fond, ça ne changerait pas grand-chose. Dans le sens où j'avais peut-être 36 à l'époque. Je me suis dit, si pour me rendre à, je sais pas moi, telle place, ça va me prendre 1 an de plus, mais que je vais être en santé, que je vais être content de vivre dans mon corps. Puis tous les jours. C'est pas parce que tu regardes 1 heure que tu n'en profites pas le reste de la journée. Non, tu as un bénéfice qui... Puis évidemment, je connaissais tous ces avantages-là. Alors, du jour au lendemain, j'ai recommencé à m'entraîner. Et puis ça fait 4 ans. Tu vois, ça, c'est que tu avais une bonne raison, puis ça venait de toi. C'est que tu as réalisé que, OK, c'est pas parce que je fais ça que ça me nuirait, au contraire, ça m'aiderait. Puis tu es en lien avec ton objectif qui était de peut-être être, en partie, démontrer justement les pratiques que tu prônais puis que tu suggérais comme à tes clients. Mais tu vois, c'est drôle parce que j'ai eu la même réflexion en janvier. Quand j'étais allé en vacances dans le sud avec ma blonde, je fais comme... J'aimerais ça en 2018 m'entraîner, mais je savais pas pourquoi encore. J'étais comme, pourquoi que je pense à ça, tu sais, dans le derrière de ma tête. J'avais tout le temps mal au dos. Je commençais à trouver que j'étais comme moins endurant intellectuellement, puis ça me troublait parce que moi, l'intellect, c'est ce qui me drive, c'est ce qui me motive à réfléchir, tu sais, à travailler et tout. Je fonctionne sur mon énergie cérébrale, tu sais, dans le sens où, genre, dès que je suis fatigué, je me couche. Je suis plus zéro fonctionnel, tu sais, si je deviens comme... C'est comme brain dead. Fait que ce que je me disais, c'est que je me dis, OK, je vais lire un peu, je vais regarder les choses et tout. Puis je remarquais que, OK, l'entraînement a des bénéfices sur la concentration, sur ton énergie. Fait que là, j'étais comme, OK, fait que là, si j'investis 1 heure, j'en gagne 4 en énergie, si tu veux. Là, pour moi, c'était facile. C'était un peu comme tu as dit, c'était comme, c'est gagnant. Fait que l'investissement d'1 heure le matin, qui est mon rendez-vous obligatoire avec moi-même, là, tous les jours, j'en bénéficie grandement. Tu sais, je crash plus l'après-midi, je mange mieux, pas besoin de caféine. Regarde, c'est bon le café, là, on aime tout le café. On s'entend très bien sur ce point-là, entre autres. Hein? C'est ça, le très bon café, c'est tout le temps très bon, mais avant, c'était nécessaire. Avant, c'était obligatoire. Fallait que je prenne un café, sinon je te fais pas l'après-midi, tu sais. Ah, quand même, OK. Mais, fait que là, toutes ces raisons-là, en fait, que en janvier-février, quand je suis revenu de vacances, j'ai envie de commencer, mais pour de bon, tu sais. Je suis tout le temps quelqu'un que s'il n'y a pas une réelle motivation intrinsèque, le projet va pas durer. Tandis que si je crois vraiment à l'idée, si je vois des avantages, si je vois des bénéfices, appliqué à ma vie directe, là,
sky's the limit. Là, ouais, puis c'est pour ça que tu t'es bien entouré, puis que dans le fond, tu t'es arrangé. Tu as créé un plan un peu comme tu aurais créé un plan pour tout le reste de ce que tu fais. Exact. Mais ça prend une vision, là, tu sais. Ça prend une vision puis l'exécution. Je crois beaucoup en exécuter puis de hacker tes systèmes de faiblesse aussi. Dans le sens où, tu sais, que tu le sais, comme je le savais personnellement, que si j'avais pas de structure au niveau de l'entraînement, si je me forçais pas à avoir un rendez-vous qui était pas nécessairement dû de moi-même, parce que je fais de l'entraînement privé, en fait, avec un de nos clients, un de mes clients que tu travailles avec aussi, c'est Jacob. Puis moi, ça marche pour moi, tu sais, à chaque jour, j'ai un rendez-vous. Fait que si j'avais pas de rendez-vous, un jour sur deux, peut-être, je sais pas. À cette heure, je sais pas. Peut-être que je m'entraînerais de manière autonome, ça marcherait. Mais à cause que je me suis rodé là, pendant 7-8 mois là, à le faire tous les jours, là, quasiment. Là, que, je sais pas, créer justement créer un chemin de me créer mes propres outils pour réussir, ça a été beaucoup plus bénéfique que d'essayer de me motiver par des choses intangibles puis des choses de l'extérieur, tu sais. Je suis d'accord avec toi. Un peu comme il y a un livre en ce moment qui circule où on dit que la motivation n'existe pas. En fait, je pense que ça n'existe pas. Je suis d'accord avec ça. Neurologiquement, quand tu regardes la motivation, c'est vrai que j'y crois pas parce qu'en fait, il n'y a qu'une chose qui fonctionne, c'est la survie. Et pour rester en vie, finalement, on commence à mettre des actions en place, mais il n'y a rien de ça qui a à voir avec la motivation. Donc, je pense que c'est un concept qui est juste... En fait, je pense que la motivation, c'est une émotion qui est juste plus intense au moment où tu la vis. Tout simplement. Tandis que une raison de faire ce que tu fais, fondamentale, qui règle un problème, si on veut, tu sais, le problème de souffrance de dos, de manque d'énergie, c'est plus facile de continuer. Parce que tu survis dans le bénéfice aussi. Tu sais, c'est que finalement, tu vois que tu vas peut-être mourir plus vite si tu le fais pas. Exactement. Puis, une autre chose qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'ai vu les marathoniens du Boston Marathon. Je sais pas, tu vois un monsieur de 67 ans qui est comme dans les top 5. Là. Exemple. Là, là, tu te dis, mon père, il a 50, il est plus capable de bouger vraiment, se pencher, ça lui fait mal. T'sais, là, t'es comme... Il y a quelque part dans le processus qu'il faut que tu fasses quelque chose de différent des autres pour pas te rendre à ça, puis au contraire te rendre à ça, tu sais. Ça m'a fait beaucoup réfléchir quand je vois des gens comme qui sont meilleurs que des jeunes parce que ils ont maintenu la forme, ils ont continué en vieillissant, puis tout ça, puis tu sais, il y a des exceptions à tout ça. Celle qui me vient en tête parce que ça m'a été mentionné récemment par un de mes étudiants, c'est Stephen Hawking, qui est, finalement, vivait dans un corps physique qui était dans un état pitoyable, puis qui était vraiment d'une intelligence absolument démentielle. Mais ça, c'est un peu comme Guy Lafleur, qui, à l'époque, faisait tout ce qu'un athlète professionnel devait pas faire et était le meilleur parmi les Canadiens de Montréal. Donc, c'est pour dire qu'il y aura toujours des exceptions. Mais règle générale, c'est vrai qu'à partir du moment où que tu observes que quelqu'un a des difficultés physiques, observe bien d'un point de vue comportemental puis cognitif comment ça fonctionne et tu vas souvent voir que finalement, les trois sont reliés puis que le corps physique a cette... est très imposant. Oui, c'est un peu le reflet, puis il est très imposant sur des caractéristiques un petit peu plus subtiles. Et à ce moment-là, c'est vrai que mon biais, moi, maintenant, depuis des années, c'est le corps physique. Puis ce qui arrive, c'est que finalement, c'est ton corps physique qui te permet de survivre. Et comme l'idée, c'est la survie, après ça, d'apprendre ou d'apprécier de la musique, puis d'avoir du tact avec les gens, c'est sympathique, tout ça. Mais c'est très difficile d'avoir du tact avec les gens et d'avoir une bonne concentration si tu souffres dans un corps physique qui est déséquilibré. Totalement d'accord. C'est ce qui fait que c'est peut-être pas les premiers objectifs que j'ai avec un client, mais si je les entreprends pour 12 mois, c'est entre autres pour aller chercher ces dimensions-là qui sont plus subtiles, mais ô combien intéressantes à aller développer parce que c'est là où souvent ça va au-delà des attentes. Puis tu sais, en affaires, c'est ça l'idée. Hein? Tu peux répondre aux besoins du client ou tu peux aller au-delà. Moi, je me positionne pour aller au-delà à chaque fois, en fait, si c'est possible. Donc là, donc c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Ben je suis totalement d'accord avec toi. C'est drôle que tu dises ça parce que la dernière fois, je pense que c'était avant de déménager du bureau ici, j'avais un beau tableau blanc qui était là. Puis, je venais d'engager un premier employé et tout. Puis, je trouve ça drôle parce que j'essaie de voir, OK, là, il faut que je bâtisse une culture d'entreprise. Fait qu'il faut que je définisse c'est quoi les mantras, si tu veux, les manières de penser, qu'est-ce qu'on croit, c'est quoi la mission du fondateur. Puis, il était écrit en gros, over-deliver 150%. C'était ça qui était la première, j'étais comme... Il me semble que ça fait du sens avec tout le reste par la suite. C'est que si tu over-deliver, les gens sont satisfaits, les attentes sont comblées, ils te réfèrent, ça continue à rouler, tu t'améliores parce que là, tu as plein de case studies différents. Ça fait juste du sens comme... Je sais pas, je réfléchis à ça. C'est l'idée de donner, hein? Oui, effectivement. On est dans une culture où beaucoup en affaires sont très... greedy. Ouais, aptes à prendre. Et je l'ai vu au courant de ma carrière, ces gens-là...
au final, réussissent jamais très bien à long terme et ça se ressent. Les clients, au-delà du prix, au-delà des coûts, vont toujours te donner comme idée, on a l'impression qu'ils veulent notre argent. Ouais. Et ça... Ça m'a jamais plu. Mais ça se sent, comme tu dis. Ça se ressent. Je parlais justement avec une amie tantôt. Le vendeur de char, là, il va juste faire un list-up des specs. C'est même pas vrai parce que, on dirait qu'il... En tout cas, je ne veux pas embarquer là-dessus parce que là, je suis dans cette situation en ce moment. Là, mais grosso modo, je regarde la fiche technique sur Internet, puis tu me dis l'inverse en magasin parce que tu veux me faire à croire que tu connais ça, qu'il est confiant, nanana. Je suis comme... On va se dire, les vendeurs de chars ont vraiment une mauvaise réputation. Oui, malheureusement. J'espère que c'est vraiment comme dans plusieurs cas, parce que c'est une minorité d'entre eux et que, bon, les films ont fait ce qu'il y avait à faire, ils ont pris les pires, puis ils ont fait... Mais c'est vrai qu'on m'a déjà comparé à un vendeur de chars, puis je l'avais pas vraiment... Ouais, c'est arrivé une fois. C'est pas un compliment, ça. Dans mon livre à moi, parce que dans mes 4 dernières expériences d'aller en parler avec des vendeurs, ça n'a jamais bien été. Outre un qu'il était... Il jouait bien le rôle, mettons. Là. Ouais. À la clinique où je travaillais auparavant, on avait reçu un coaching qui avait ses forces et ses faiblesses, comme tous les coachings. C'était un coaching d'affaires, en fait. Quelqu'un qui t'a vu de l'externe? C'était surtout par webinaire. Il y avait des symposiums en personne. Mais tu sais, c'était vraiment bien parce qu'au final, il y avait quand même, nécessairement, il y avait des bons éléments. Ouais. Mais un des éléments qui était peut-être un petit peu moins bien, c'était, il y avait un script pour tout ce qui était plus vente. Ouais. Et il était relativement... la compagnie était du Texas. Okay. Et puis, tu sais, il y a les États-Unis et il y a le Texas. Ouais. Et après ça, ce qui arrive, et il y a le Canada et il y a le Québec. Et c'est comme si entre les 4 entités que j'ai nommées, pour ces gens-là, il n'y avait pas de différence. Alors, il y a des... ça donnait des saveurs intéressantes. Mm-hmm. Et à un moment donné, pour faire un peu ce qu'on m'avait dit de faire, j'écoutais le script, puis à le livrer à 2 clients, c'était dans le contexte d'une conférence où on m'a dit que oui, pendant cette conférence-là, j'avais eu l'air d'un vendeur de char. Et ça a été, je pense, la dernière fois où j'ai vraiment écouté quelqu'un qui me disait de suivre un script. Mm-hmm. Parce que, c'est sûr que le script aurait pu être différent, mais tu sais, l'idée déjà de devoir suivre un script quand tu parles à des gens, t'es déjà plus dans l'émotion, puis ça aussi, je pense que ça se ressent. Et s'il y a quelque chose d'important ou d'intéressant qui nous différencie de d'autres espèces, c'est bien le facteur émotionnel. Qui peut-être est basé sur la survie au départ, mais qui se déploie avec des couleurs puis des saveurs beaucoup plus variées. Et quand on peut pas tomber là-dedans, moi, en tout cas, je m'emmerde et je perds intérêt très rapidement. Et comme de fait, ça n'a pas l'air du tout naturel. Il faut une connexion. Je pense que... je sais pas, parce que en fait... Je réfléchis parce que j'ai eu une discussion avec un ami il s'appelle Ludwig. En fait, je sais pas si tu l'avais vu, c'est le deuxième invité sur le podcast ou le premier. Puis on a eu une discussion qui va sortir d'ici la fin août. Puis principalement, son concept, c'est il y a une méthodologie de script, de cold call, puis de closer des rendez-vous avec des clients. Mais si je réfléchis en perspective de ce que tu viens de dire, je pense que c'est intéressant pour développer la confiance des gens qui ne l'ont pas, pour se vendre. Ouais. Mais une fois que tu es capable de communiquer, je pense qu'effectivement, l'émotion prend le dessus si tu es confiant de tes moyens. C'est pour ça que je me demande. Oui, je te suis. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Quelle structure? Encore là, ça dépend à quel point c'est rigide. À partir du moment où, dans mon cas, c'était du mot pour mot. Oui, non, ça, c'est beaucoup personnalisé. Même dans sa structure, c'est très personnalisé. Tu sais, il dit, quand tu parles à quelqu'un, il faut que tu t'intéresses à la personne avant de vouloir y vendre quelque chose. Puis quand tu as l'inverse, tu as le script, que là, tu es comme, bonjour madame, je suis en train de me demander si vous êtes intéressé par notre service. Tu sais, c'est sûr que ça. Tu perds la seule. Tu sais, je parle pas un AI en ce moment, un robot, là. Peut-être rendu là que ça va être encore plus émotionnel que nous parce qu'ils vont détecter d'autres choses, là, mais... J'espère pour le futur de notre civilisation. Parce que sinon, ciao humans, là, genre... Tu sais, les gens recherchent le contact humain, puis dans certaines entreprises, maintenant, on fait la promotion du fait que vous allez parler avec une vraie personne. On a tellement poussé le concept de l'automatisation qu'à un moment donné, c'est comme dans toute bonne chose, il y a un équilibre à aller chercher. Ouais. Puis je pense que l'équilibre, en fait, c'est que les gens aiment parler avec d'autres personnes. Puis tu sais, par exemple, la notion que sur un site web, on te demande toujours finalement d'envoyer un courriel, puis que le numéro de téléphone est très dur à trouver parce qu'on veut pas que tu appelles. Moi, je pense qu'on fait erreur de façon magistrale avec cette façon de faire les choses. Puis oui, c'est peut-être parce que je suis un peu vieux, mais... Non, je suis d'accord sur l'idée derrière. La notion du contact humain, moi, je serais le premier à dire... Appelle-moi, voici mon numéro. Parce que justement, je me dis que l'avantage que tu as d'un point de vue compétitif sur le marché
est énorme. À la place de te dire est-ce que le message va être reçu, est-ce qu'on va me répondre, parce qu'on sait bien trop qu'un courriel, ça peut se perdre facilement. Thanks for reaching us. We will respond to you in 48 years. Ouais, des fois, c'est ça, c'est hours, mais c'est pas le bon mot. Mais donc, je pense que la notion du contact humain, c'est quelque chose que les gens ont toujours recherché. Si on peut l'offrir, je pense qu'on a une longueur d'avance. Est-ce que tu penses que c'est... J'ai pas le terme en français, mais c'est scaling, c'est que ça grandit avec l'entreprise, ou est-ce que c'est quelque chose que tu... Je sais pas c'est quelle entreprise qui font ça. Je sais que t'as l'extrême à droite, que t'as Uber, que là, où il n'y a aucun numéro de nulle part de la compagnie. Là. Oublie ça appeler quelqu'un, ni parler à quelqu'un. Là. Faut que tu fasses t'écris dans un forum, que tu te présentes à une succursale physique, puis c'est assez compliqué. Puis tandis que tu as de l'autre côté, je sais pas si c'est Virgin, je vais pas dire n'importe quelle entreprise, mais effectivement, il y en avait une de ces entreprises-là qui se faisait beaucoup, des grosses business, là, dans les, j'allais dire dans les States, mais dans les United Kingdoms, là, genre dans le coin de Londres et tout. Le nom m'échappe, je vais le trouver, là. Qui se faisait reconnaître par le fait que c'était chaleureux le service à la clientèle. Puis je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt au niveau de over-deliver. Ça part par le service à la clientèle. T'sais. Je pense qu'automatiser des processus, c'est intéressant, mais automatiser l'offre de service puis la manière dont tu livres ton service à des humains, j'ai la misère à comprendre à quel point c'est efficace. Là, c'est ce que Apple a compris. Hein? Le concept des génies, en fait, que tu visites en succursale, c'est quand même que à peu près personne n'est à l'aise avec l'informatique, même si tout le monde manipule cette denrée-là. À savoir que tu peux te présenter en succursale, que tu as un rendez-vous. Bon, tu as peut-être séduit ton rendez-vous sur Internet, mais tu arrives devant... Les processus. Oui, alors c'est ça. Donc, c'est la force. Le système autour d'eux, puis... humanise le tout. Là. Pour être capable de rencontrer quelqu'un, finalement. Exact, c'est ça. Puis de dire, voici mon ordi, je pleure, est-ce que tu peux m'aider? Et souvent, parce que je l'ai fait souvent, ils sont toujours sympathiques, à savoir que même si tu commences avec « je pleure », ils ont le don de te faire comprendre que d'une façon ou d'une autre, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent. Ça fait que, Apple a réussi à faire ça. Puis pourtant, ça les a pas empêchés. La notion d'un Apple Store. C'est assez impressionnant. Ça les a pas empêchés d'avoir une croissance incroyable puis de devenir à un certain moment donné la compagnie la plus profitable au monde. Récemment, ils ont annoncé qu'ils ont touché le $1 trillion de valuation. C'est quand même impressionnant. Puis tu sais, Steve Jobs n'est plus là. Je pense que ça serait encore mieux. J'ai rien contre Tim Cook, mais Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas d'innovation. Hein? Les AirPods, c'est la dernière chose qui est vraiment arrivée. Puis j'ai rien contre Tim Cook non plus. Peut-être que c'est un bon exécuteur. Peut-être pour ça que c'était le right hand de Steve Jobs. Oui. Tu comprends peut-être, je spécule, mais là, tu regardes ça de haut, tu vois, il y a milliards les produits existants, il n'y a pas vraiment de nouveauté qui est sortie. Tu sais, le iPhone X, là, c'est un écran qui est plus gros, c'est tout, on se le cachera pas. Il y a moins de sides, puis c'est le même appareil. Là. Tu vois qu'il y a des gens, je pense, qui sont tout simplement pas remplaçables. Puis je l'ai vu dans d'autres entreprises. À un moment donné, je travaillais dans un gym où un des entraîneurs, sur 25, je pense qu'il faisait à peu près 75% des chiffres. C'était vraiment une Pareto Principles, là. C'était son gym, tu comprends? C'était son gym, mais ça ne l'était pas. Alors, à un certain moment donné, quand il a demandé à avoir des conditions de travail plus avantageuses, on lui a dit, tu sais, c'est pas juste envers les autres. Mais dans les équipes sportives, puis je comprends, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que la vie n'est pas juste. À partir du moment où tu rentres 75% des chiffres d'une entreprise, moi, si j'en rentre 7%, je serais prêt à comprendre que mon chum, il y a des avantages que j'ai pas. Parce qu'il contribue à l'entreprise de façon plus imposante et ça peut être récompensé. Tu peux quand même travailler, tu sais, je veux dire... 100%. Alors, tu sais, ce gars-là demandait un pourcentage plus élevé des ventes, il demandait ci, il demandait ça. Puis au final, ce qui est arrivé, c'est qu'il a quitté. Et quand il a quitté, c'était pour devenir gérant d'un gym dans lequel il y a eu des parts. Depuis ce jour-là, ça va très bien pour lui. Et depuis ce jour-là, l'entreprise en question a vraiment... Ça va beaucoup moins bien. Puis ils ont jamais ils en sont jamais revenus. Et c'est un peu, d'après moi, ce qui arrive avec Apple, c'est que d'après moi, ils en reviendront jamais du fait que Steve Jobs... encore sur leur top, là, dans la courbe de croissance d'un produit ou d'une entreprise. Là, comme Coca-Cola, je pense que ça fait au-dessus de 50 ans qu'ils sont encore dans le pic de soit crash, soit ils sont plus en croissance, tu sais. C'est le sucre, tout ça, toutes les affaires de diète, là, en tout cas. Bref, mais oui, donc j'ai hâte de voir. Là, il y a des gens qui sont plus ou moins remplaçables, puis je pense qu'il faut le reconnaître. Dans les équipes sportives, tu sais, ça a été un peu le problème de Piquet Souban à Montréal. Hein. Peu importe les raisons pour lesquelles, au final, il n'est pas là ou il n'est plus là, il n'était pas remplaçable, Piquet. Il n'y a pas un joueur, peu importe les statistiques qu'on va me montrer, il n'y a pas un joueur qui emballait la foule autant. C'était unique aussi. La générosité, le tact, le
charme. C'était un petit peu le Guy Lafleur de notre époque, en fait. Et puis, c'est vrai que depuis ce temps-là, c'est peut-être une coïncidence. Puis, je sais qu'il y a plusieurs facteurs, mais c'est pas la joie au Canadien de Montréal en ce moment. Là. Et c'est la première année où à peu près qu'il y a des billets qui se vendent pas. Non, c'est vraiment... ça a été une année Est-ce vraiment... que je me trompe ou ils n'ont pas fait les séries, ça se peut-tu? Ils n'ont pas fait les séries. Okay. Déjà, ça à Montréal, c'est plus ou moins pardonnable. Ouais. Puis c'est le fait que, c'est ça quand tu es rendu au point où tu as de la misère à vendre tes billets ou, à la limite, quand les gens ont des billets de saison, tu les vois sur Facebook et ils les donnent. Lambert, qui est un des dragons, donnait ses billets tout au courant de l'année. Parce qu'il était même pas intéressé à aller les voir jouer. Le spectacle les plus bons, là, tu sais. Ouais, donc, c'est pas évidemment que Piqué, mais c'est quand même intéressant de voir que quand Piqué était là, on n'avait pas le problème du... Il y a personne qui donnait ses billets. Là. C'est quand même fou, parce que le sentiment d'appartenance à une équipe ou à une entreprise par les leaders est assez importante. Sinon crucial à la survie de tel. Ouais, c'est crucial. Puis ça existe de moins en moins. Tu sais, moi, mon père a travaillé pour la même entreprise pendant à peu près, quelque chose comme 30 ans, 35 ans. Là. Tu sais, puis on voit plus ça. Puis en quelque part, je trouve ça dommage. Puis je comprends pourquoi on le voit plus. Pourquoi tu penses qu'on le voit plus? Je pense que les gens se disent qu'ils peuvent avoir mieux ailleurs très rapidement. À la Tinder, là. Écoute, puis c'est dans toutes les sphères de leur vie. Moi, j'ai jamais été sur Tinder parce que quand j'ai été célibataire, même si ça existait, je pense que j'étais un petit peu déconnecté de ce genre de réalité-là. D'ailleurs, une chance que j'ai pas été sur Tinder parce que je pense pas que ça aurait été bien pour moi. Mais... On va laisser de parenthèse fermée, là. Ouais, non, tu sais, je suis excessif dans tout ce que je fais, donc ça aurait pas été vraiment... J'aurais moins dormi, puis j'ai vraiment besoin de dormir. Là. Ça fait que non, c'est vraiment... C'est désastreux, je pense, de voir à quel point on est dans une ère de consommation et où on se dit toujours que finalement... de mettre des efforts, c'est peut-être bien plus compliqué que de juste regarder ailleurs. Alors, je dis pas qu'il faut que les gens restent dans une entreprise qui les sert pas non plus. Exact. Mais, tu sais, t'asseoir avec ton boss puis de jaser puis de dire, tu sais, ça m'écoeure, cette affaire-là, on peut-tu faire quelque chose? Il me semble que j'entends pas vraiment les gens dire ça non plus. Moi, je sais qu'avant de quitter l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant 4 ans, jusqu'à temps que je me joigne au H2, j'ai quand même eu plusieurs discussions. Donc, quand j'ai quitté, je savais que j'avais des points, là, ouais, puis je les avais soulevés plus qu'une fois, puis je savais qu'à partir de ce moment-là, même si j'ai quitté rapidement, j'avais vraiment fait ou j'avais essayé de tisser des ponts que j'avais pas réussi à tisser, mais je pourrais toujours me dire que j'avais vraiment fait cet effort-là et que c'est vraiment bon, après plusieurs années d'insatisfaction, en fait, que j'ai quitté. Bon, je pense que j'ai trop attendu aussi. Mais en même temps, de dire que dès qu'il y a quelque chose qui fait pas ton affaire, tu t'en vas. C'est comme dans n'importe quoi. Là. La communication, je pense, c'est la clé de la réussite dans n'importe quoi. Il n'y a pas une relation autant interpersonnelle que professionnelle qui va être parfaite. Il va tout le temps avoir des points de friction. Il va toujours en avoir. Je pense que la solution, c'est comment tu deals avec. Est-ce que tu fuis le problème ou est-ce que tu le confrontes ou est-ce que tu te sens trahi? Je pense qu'il y a une espèce de besoin de... Souvent, ce que je remarque, parce que je regarde mes anciennes expériences de travail, la plupart du temps, quand tu parles à un patron, il se sent confronté comme « Oh, il veut ma job ». Oui, je comprends. Tu vois le feeling? Puis là, fait que là, c'est comme « Je suis le boss, c'est moi qui décide ». Tandis que tu as de l'autre côté, ce que j'essaie d'instaurer en fait dans la culture d'entreprise, c'est comme on collabore ensemble pour le bien de l'entreprise. Fait que si t'es pas heureuse, ça me retarde aussi. Tandis que tu avais l'autre que si tu fais pas tes chiffres de vente, tu risques, je vais te changer pour un autre. Mais quand tu engages un employé, tu as le temps de formation, tu as les heures que là, tu es comme t'es pas full rentable en ce moment. Il y a toute l'espèce de démarchage au début. Puis on dirait que les gens ils jouaient beaucoup sur la menace dans mes anciennes expériences. Ils faisaient sentir qu'il fallait pas que tu déroges des trajets, puis qu'il y avait juste une manière de faire les choses. Puis je pense que c'est ça que notre génération X et Y qui font juste pas accepter. Ils font juste comme faire fuck that. Genre, c'est dangereux, ça. C'est dangereux parce que... disons. Tu sais, ce qui arrive, c'est que la peur, c'est vraiment l'émotion la plus primitive. On est vraiment... T'es collé sa survie, là, genre, y a-tu un tigre ou pas? Ça fait que si on veut élever les gens, je pense qu'il faut passer à un autre dialogue parce que déjà, de façon interne, on carbure sur la peur. Ça fait qu'à partir du moment où toi, tu serais un gestionnaire puis que tu veux justement
aller vers l'évolution, vers la croissance, de ramener d'en face du petit gars ou de la petite fille la peur quand déjà c'est sur cette base-là qu'elle carbure parce que c'est un être humain. Je pense pas qu'on aide personne. Maintenant, après ça, est-ce qu'il faut quand même, quitter son emploi? Je pense que c'est multifactoriel. Oui, absolument. Mais c'est vrai que je pense que si tu as à bâtir une culture d'entreprise, un peu comme on disait, de peut-être passer par d'autres mécanismes que la peur, c'est peut-être plus élevant, puis je pense que ça va peut-être t'amener plus loin, plus vite. Effectivement, puis je pense qu'en regardant ce qui se fait ailleurs dans le monde, pas nécessairement ce qui se fait ailleurs dans d'autres industries comme à Blainville ou bien à Saint-Laurent ou à Ville-Saint-Laurent ou quelque chose comme ça, ça donne beaucoup de la perspective sur la qualité de vie d'individus à travers le monde. Le travail, je sais pas à qui je parlais de ça, mais le travail pour les gens en Europe, si je me trompe pas, c'est vraiment important, mais la vie personnelle aussi. C'est quasiment sur un palier d'équité. Oui, c'est intense le travail, mais quand on soupe en famille à 11h le soir, c'est autant très, très important. Fait que, je pense qu'on a tendance, dans tout ce qui est les pays nord, mettons, Amérique et en montant, là, on a tendance à dire que si... l'espèce de sentiment de culpabilité qu'ils font vivre aux gens quand ils travaillent pas assez, là, au final, c'est moi qui choisis de travailler autant que je veux travailler. Puis je pense pas, en tant que gestionnaire, tu devrais pas imposer ta manière de faire à tout le monde. Si telle personne préfère avoir une vie sociale, of course, on travaille tout pour manger. Initialement, l'économie, la société fonctionne dans le sens que il faut qu'on échange des heures pour de l'argent, mais là, comment on pourra en reparler, là, value adding versus la charge à l'heure et tout, mais encore, il y a plein d'industries qui doivent, par leur ordre, charger à l'heure, des choses comme ça. Là. C'est un autre débat, ça, mais effectivement, je crois beaucoup que le développement de culture, je sais pas, hein, la prochaine génération de gestionnaires qui va pas nécessairement être veston cravate style, là, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai hâte de voir, puis tu parlais de ce qui se fait en Europe. Moi, j'ai la chance d'y aller à peu près, on s'est rencontrés puis on parlait de ça tous les 3 mois. Puis, je reste un peu ambigu sur cette question-là parce que c'est vrai que par rapport à la notion de travail, il y a Sugar Sammy, puis je vais citer un peu Sugar parce que c'est intéressant. Sugar Sammy, à Paris, c'est une tuerie, hein, les gens adorent. Et ils se gênent pas de leur dire aux Français qu'ils sont finalement paresseux puis qu'ils travaillent pas. Ou à la limite qu'ils travaillent, mais que c'est un peu superficiel tout ça. Alors, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'à partir du moment où je leur parle un peu de mon horaire ici, ils comprennent pas, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est la compréhension, c'est pas genre la volonté ou c'est pas comme la motivation, parce que là, tu sais, motivation, c'est un autre... non, exact. C'est... le nombre d'heures. Alors, je vais donner un exemple concret dans le nord de la France où j'enseigne. Le mec qui est mon hôte là-bas, Adrien, il me disait, tu sais, il y a des gens ici qui sont sans emploi, et il y a des emplois disponibles, et finalement, ils les prennent pas. Ils les prennent pas parce qu'entre autres, on demande de travailler les soirs, on demande de travailler les fins de semaine, et les mecs, ils préfèrent pas travailler que de travailler les soirs et les fins de semaine. Alors, le centre local d'emploi a des emplois qui sont disponibles et finalement, ces emplois-là ne sont pas pris par des gens qui pourraient les prendre. Alors, même lui est prêt à admettre que finalement, c'est quand même un peu excessif. Dans l'extrême, là, Et ça a coûté très cher à l'Europe, ces valeurs de temps libre, si on veut. Là. La Grèce paie encore le prix. Parce qu'en même temps, ce qui arrive, c'est qu'ils veulent beaucoup d'avantages sociaux. Et moi, j'ai rien contre, sauf que les avantages sociaux, ça se paye. Puis à partir du moment où tu n'es pas prêt à mettre, je sais pas, moi, c'est quoi le nombre magique, mais un certain nombre d'heures, tu sais, ou une certaine rentabilité, peu importe comment on veut le calculer, l'État fonctionne sur la base de taxes et d'impôts, donc il faut travailler pour... Alors, je sais pas, j'ai pas la réponse. Je sais que les villes américaines... Ton feeling par rapport à ça? Ben, tu sais, j'irais pas... On a le concept du temps plein, temps partiel ici, tu sais, puis le bien-être social qui est l'autre affaire, là. Pour moi, le temps plein me fait pas peur, je sais pas. C'est que déjà, je pense qu'il faut faire ce qu'on aime. Puis, à la limite, tu vois, moi, des fois, on me dit « Ouais, mais toi, c'est facile. Dans le sens que, tu sais... tu fais ce que t'aimes. Ben, tu sais, quand tu dis qu'à l'école, on te demande à un moment donné qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, puis ce que je fais aujourd'hui, ça n'existait pas. Alors, c'est loin d'être facile parce qu'en fait, je l'ai créé, ma job. Exact. Être posturologue, vivre de ça, puis bien en vivre au Québec, je suis peut-être le seul. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, non seulement je suis peut-être le seul, mais en plus, j'ai dû
j'ai dû défendre des concepts, ce que je fais encore. Oui, absolument. Mais défier, en fait, une norme, ce qui est encore plus dur. C'est vrai que ça peut être plus payant au final, parce que, bon, là, tu crées un créneau, tu crées une différence. Tu crées un white space là, immense entre ta potentielle compétition. Oui, évidemment. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je vois personne comme étant une compétition, parce qu'en fait, je me suis créé une niche qui est tellement spécifique. Ouais. Mais de réussir à créer ça, puis de le consolider, puis de continuellement le faire évoluer, ce qui fait que j'arrête jamais vraiment de travailler. C'est juste qu'à un moment donné ou un autre, je me dis... c'est-à-dire que dans ma tête, j'y pense tout le temps. Ouais. Mais il y a des fois où je vais dire à Sarah, écoute... aujourd'hui, on va faire une activité. Puis, c'est ça, pendant ce temps-là, pour nous, c'est les téléphones. C'est vraiment que quand on est ensemble, on met le téléphone de côté. Je fais ça avec ma blonde au restaurant aussi. Sinon, ça surtout toi, avec ce que tu fais. Moi, je vis collé avec l'écran. Là, je veux même pas y penser. Là. Ouais. Alors, tu vois, je laisse le téléphone dans la voiture. Comme ça, il n'y a aucune tentation. Parce qu'il y a toujours un truc qui se déroule. Il y a toujours un projet. Il y a toujours quelqu'un qui est supposé un message qui rentre. Là, Ça fait que c'est vrai que ça... il faut... je pense que notre défi, ça va être de se créer une discipline par rapport à tout ce qui est information entrante, sortante. Là, tu sais. Tim Cook, je sais pas si ah non, je l'ai installé comme en version bêta, mais sur mon téléphone dans iOS 12, donc la version nouvelle du système d'exploitation de tout ce qui est les appareils Apple, en fait. Ils ont instauré une fonction par défaut qui set des limites de temps de consommation avec ton téléphone quotidiennement. Ah, ça, je savais pas. Oui, mais c'est tout nouveau, je te montrerai après. Là, c'est en version développement, mais en même temps, ça dit ça peut bloquer toutes tes apps après un certain temps sur certaines plateformes. Ils sont vraiment conscients en ce moment que là, le fait d'avoir le téléphone est rendu néfaste à l'évolution versus bénéfique. Wow. Ouais, on a atteint un point c'est pas une app qu'il faut que tu d'excès. downloades, là, c'est dans le système que fait que là, les gens, ils travaillent plus, ils sont plus paresseux, l'économie crash. C'est peut-être à cause que leur téléphone... Tu vois, genre, c'est assez intense. On est rendu là, hein. C'est vrai qu'avec les adultes, il y a des problèmes avec les nouvelles technologies, mais avec les enfants, c'est catastrophique. Quand je vois des enfants là, dans leur poussette, là, que les parents les marchent, leur font prendre une marche, là, puis ils ont un iPad collé dans le front, là, ça me fait capoter. Ça, pour moi, c'est zéro. Catégorique, absolu. Puis c'est rare que je suis absolu. Je suis quand même, avec l'âge, de plus en plus relatif. Là, mais honnêtement, les études le démontrent. Avant 2 ans, toute exposition à un écran diminue le quotient intellectuel. Je peux pas être plus clair que ça. Là. Donc, après ça, c'est un choix qu'on fait. Ouais, exact. Après ça, c'est un choix. Je peux comprendre que ça fonctionne. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça active le cerveau gauche. Puis le cerveau gauche, c'est le cerveau qui demande toujours de la nouveauté. Et le problème, c'est que le cerveau gauche est vraiment juste supposé s'activer à partir de 3 ou 4 ans. Une fois que le cerveau droit aura fait la majorité de sa job. Puis sa job, tu veux dire? Puis sa job, c'est de créer, dans le fond, la posture. Donc, pour réussir à tenir debout puis vivre une vie normale. Ça fait qu'à partir du moment où un enfant n'a pas rampé ou marché à 4 pattes, mais qui est capable d'aller sur YouTube, qu'on vienne pas me dire que ça, c'est correct, parce que finalement, c'est que ça déjoue et ça défie toute l'évolution de l'humanité. Les prochaines générations, ça va être quelque chose. C'est catastrophique, puis on le voit déjà. Parce qu'à partir du moment où tu as besoin d'une stimulation nouvelle constante, c'est entre autres une des caractéristiques de ce qui est le trouble de déficit d'attention, qui est le trouble neuropsychiatrique le plus répandu chez les enfants et qui est aussi le plus médicamenté. Oui, absolument, ça existe. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on donne des noms à des difficultés de vivre. J'entends beaucoup d'histoires sur les choses, exactement, sur des choses de déficit d'attention. C'est que tu vas avoir un médecin qui n'est pas nécessairement un neuropsychiatre qui va se prononcer sur un cas de quelqu'un qui t'es fatigué, t'as de la misère à te concentrer à l'école, TDA. Non, c'est vrai qu'on confond souvent. Tu sais, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de test sanguin où il y aurait des marqueurs absolus, c'est sûr qu'après ça, c'est une question d'interprétation. Maintenant, tu sais, je sais que la dyslexie et le trouble de déficit d'attention, c'est souvent des diagnostics différentiels qui sont mal faits. Sauf que, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont de la difficulté à apprendre? Ça, c'est 100%. À se concentrer aussi. Après ça, moi, je suis pas un fan de trop quantifier ça parce que, bon, je sais que pour des raisons d'assurance, entre autres, il faut le faire. Et puis, je questionne pas la véracité de ces choses-là. Ce que je dis, en fait, c'est que de dire ou d'étiqueter, ça donne définitivement pas la solution. Mais ça permet de recommander de la médicamentation. Et pour l'industrie de... tu comprends? Alors, c'est vrai que ça, à partir du moment où, au minimum, en simultané, on était capable d'aller voir les causes, entre autres, nutritionnelles, puis
de mouvement, bon, ça affolerait beaucoup moins de gens parce qu'on se dirait, bon, l'enfant, il a besoin de quelque chose maintenant parce qu'il ne fonctionne pas. Le problème, c'est que pendant qu'on fait ça, on va pas vraiment recommander de manger moins de sucre, on va pas recommander de bouger plus, quand les études démontrent quand même que ce sont des moyens efficaces. C'est ce que je te mentionnais tantôt, justement, le fait que j'aille sorti de mon sous-sol puis être allé dans le gym, ça me permet d'être plus concentré, plus d'énergie, mieux dormir, donne le goût de mieux manger parce que tu as encore plus d'énergie. Ouais. Tu sais, j'avais pas réellement de problème à me concentrer l'après-midi, tu comprends? Il y a quand même une reconnaissance par le corps médical du fait que l'exercice physique est bénéfique, en ce sens que récemment, et là, les kinésiologues étaient pas contents parce que c'était quasiment quelque chose qui leur appartenait à 100%, les médecins ont maintenant le droit de prescrire de l'activité physique. Et bon, moi, c'est sûr que de façon générale, je vois ça comme quelque chose de positif. En même temps, tu te dis, bon, c'est un petit peu ridicule qu'ils aient pas le droit, mais... parce qu'il y avait pas le droit. En fait, c'était pas quelque chose d'officiel, si je comprends bien. Mais là, l'an dernier, si je me trompe pas, dans les dernières années, on a donné le droit officiel aux médecins de recommander de l'exercice parce qu'on reconnaît que finalement, il y a beaucoup de bénéfices. Maintenant, bon, c'est quand même drôle parce que les kinésiologues se disaient le seul truc que nous, on avait qui était le nôtre, les médecins l'ont maintenant. Bon, les médecins ont finalement, de par leurs compétences, pas mal de droits. Puis en même temps, moi, je me dis ça peut juste promouvoir l'activité physique pour plus de personnes. Exact. À ce moment-là, eux référeront bien aux kinésiologues, puis je suis sûr qu'ils le font aussi. Mais donc, oui, c'est... Chacun son expertise. Puis c'est un petit peu à ça qu'on croit, mais que tu vois aussi au gym, c'est que oui, il y a plusieurs entraîneurs, mais chacun croit en... C'est pas nécessairement il y a des spécialités, hein? J'allais dire ça, ils ont des spécialités, effectivement, dans chacune des industries. Hypertrophie, maintien, nanana. Ah oui, ben oui. Ouais, puis il y a de la place. Honnêtement, quand tu regardes ça, il y a 7 millions de Québécois. Il y a de la place pour tout le monde dans cette industrie-là. C'est un point que je vais te demander, ça. Crois-tu à la compétition réellement? Zéro. J'ai jamais cru parce que, en fait, surtout dans l'industrie dans laquelle moi je travaille, le besoin, si c'est pas la demande, est excessif. On calcule que c'est environ 8 personnes sur 10 qui ont une douleur physique à l'heure où on se parle. Moi, comme moi en ce moment. Si tu calcules 7 millions de Québécois et que tu fais 80% de tout ça et que tu regardes le nombre de, et je vais toutes les nommer, là, physio, chiro, ostéo, masso, whatever, là, on n'arriverait pas à suffire à la demande si ces gens-là voyaient de la valeur dans le fait de consulter. Donc, c'est pas qu'il y a... Pourquoi tu penses que les gens ne consultent pas? Entre autres parce que souvent, quand ils ont consulté, ils n'ont pas eu les résultats escomptés. Mais il y a aussi le fait que c'est quand même une culture où, au Québec, pendant des années, tout ce qui était soins de santé était, et encore à ce jour, est pris en charge par l'État. On est quand même très de gauche au Québec. Et cette mentalité-là où l'État va prendre soin de moi, tu sais, je vais donner l'exemple de mes parents, l'exemple de plusieurs, dans le fond, dans l'âge de mes parents, là, qui ont au-dessus de 50 facilement, 60 ou même 70, c'est que ces gens-là, évidemment, comme ils ont payé beaucoup d'impôts pendant plusieurs années, ils se disent que finalement, ben, ça leur revient d'avoir accès à des soins de santé. Et là, ça dépend comment on définit santé. Mais que finalement, pour ce genre de soins-là, ils ne devraient pas avoir à payer. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup moins ce problème-là parce que les compagnies d'assurance, le système de santé, ben, il a beaucoup moins été public. Il a beaucoup plus été privé. Alors, c'était à la charge des gens. Donc, c'est vrai qu'au Québec, de gagner sa vie comme ostéopathe ou comme posturologue, comme entraîneur... Non, ton horaire, il est plein. Là. Moi, oui, mais c'est ça. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Sauf que... mais je peux comprendre que c'est tout un défi parce que, tu sais, encore à ce jour, les clients viennent me voir et ils me disent « Est-ce que tu remets des reçus d'assurance? » Oui, mais je m'en fous un peu puis je veux un peu que tu t'en foutes toi aussi. Dans le sens où, si ce que tu as à investir avec moi pour l'année, tu vas le faire si tu as des assurances, je te veux presque pas comme client parce que je peux comprendre que si tu payes tes assurances, tu veux qu'ils te reviennent quelque chose. Oui, c'est ça, comme les des programmes d'assurance. Là. 100% d'accord. Mais j'oserais ou j'aimerais penser que quand on regarde ce que quelqu'un dépense dans un an et quand on regarde ça sur quoi il le dépense, qu'à partir du moment où mes frais de consultation ne seraient pas couverts, j'ose penser que si ça peut les aider à avoir une meilleure qualité de vie puis bien vieillir, que ça a assez de valeur pour eux qu'à ce moment-là, que les assurances le couvrent ou non, ça ne changerait rien. Et ça, c'est vrai qu'au Québec, c'est quand même assez particulier. Donc, c'est vrai que je ne fais jamais la promotion du fait que j'offre des reçus d'assurance
parce que, à la limite, je veux pas en offrir. Parce que je veux pas les gens qui viendraient à cause du fait que c'est remboursé. Maintenant, si ça peut leur coûter moins cher et que je peux leur mettre des reçus, ça va me faire plaisir. Mais c'est en vrai ostéo, que... dans le fond, que tu le ferais? Oui, ostéopathe, massothérapie. J'ai fait un cours de massothérapie quand j'étais plus jeune. Et puis, j'ai jamais fait un massage de ma vie, mais j'ai fait le cours. Puis, pourquoi exactement? Ben, écoute, je voulais faire les cours d'Active Release Technique. C'est une technique de traitement de tissu mou qui était très prisée dans le domaine sportif à l'époque. Puis, il fallait au moins que tu sois étudiant en massothérapie. Donc, je l'ai été. Donc, je l'ai été pendant 1 mois avant de faire ce cours-là. Donc, tu sais, quand tu dis que tu as des motivations, que tu aimerais faire des choses que tu veux pas, là. Donc, 400 heures de relative souffrance pour dire que j'allais faire des cours que je voulais vraiment faire. Les 2 techniques, je n'utilise plus du tout aujourd'hui, de toute façon. Quand même. Ce qui fait que, finalement, ce qui arrive, c'est que, tu sais, tous tes apprentissages au courant d'une vie, finalement, c'est de l'accumulation, puis tu n'en as jamais trop. Ça fait que je regretterai jamais des cours que j'ai faits pour des techniques que je n'utilise plus, parce qu'à l'avoir fait maintenant, quand je donne des conférences, les clients viennent me consulter puis qu'ils me disent pourquoi tu fais quelque chose, je suis capable de dire pourquoi je fais quelque chose, mais encore bien plus important, je suis capable de dire pourquoi je fais pas autre chose. Exactement. Et ça, je pense que ça définit quelqu'un beaucoup plus, parce que faire des choses, c'est facile, mais choisir de pas faire quelque chose, il faut vraiment que tu tiennes pour quelque chose. C'est vraiment important, je pense, de savoir ce que tu veux pas faire. On parle dans le cadre professionnel, mais dans le cadre personnel aussi. 100%. Je veux dire, le genre de relation autour de toi, dans tes amis, ta blonde, ton chum. Je pense que c'est important de savoir ce que tu veux pas. Parce que beaucoup tu peux facilement revivre des patterns que t'aimes pas, ou des histoires de parents, ou que tu sais, quand tu vois des relations de parents qui se reflètent dans ton couple, t'es comme Alors, on en voit des histoires là, à gauche puis à droite, là, puis en tout cas, c'est assez... Non, choisir ce qu'on veut pas. Tu sais, si tu demandes à quelqu'un ce qu'ils veulent, ils peuvent tout te dire, je veux une voiture, je veux ci. Qu'est-ce que tu veux pas? Bon. Les gens, ils bloquent, hein? Ce que je veux pas. En tout cas, avec le temps, je suis devenu meilleur à dire ce que je veux pas versus ce que je veux. Après ça, ça devient un petit peu par défaut, là. Ça arrive. Ouais. Ça se manifeste, un peu plus. Il y a quand même une scène. Au travers de tout ça, y a-t-il des choses qui te trigger beaucoup dans ton day-to-day? Tu veux dire positivement ou négativement? Négativement. Négativement. Par le bien de la curiosité de Simon. Ouais, écoute, un peu comme on disait avant d'entrer en onde, mais j'essaie même pas d'être positif. C'est-à-dire que j'ai tellement comme mission de contribuer d'une façon ou d'une autre. D'être de service. Là. Ouais, que un peu comme on disait, moi je me dis à chaque jour, j'essaie de donner le maximum. Puis, comme j'ai du fun à le faire, ça se fait un peu tout seul. Donc, il n'y a pas grand-chose qui vient me chercher. C'est intéressant, ça. Souvent, les gens qui viennent me chercher, ce que j'essaie de me dire au final, c'est que ces gens-là, finalement, probablement qu'ils vivent des difficultés. C'est une manifestation. Ouais. Et qu'en fait, s'ils peuvent se permettre d'agir d'une façon plus ou moins intéressante avec toi, c'est peut-être un cadeau que tu leur offres. Dans le sens où tu sers un peu d'échappatoire. Maintenant, moi, je suis quand même super sensible, donc il faut juste que je sois capable de prendre une distance avec ça. Mais professionnellement, je le fais tout le temps. C'est plus dans ma vie personnelle où ça va être... je suis très sensible au ton de voix. Donc, alors, tu sais, ma femme peut me dire à peu près n'importe quoi. Si elle dit gentiment, tout passe. C'est vraiment le ton plus que les mots avec moi. Ça fait que, mais bon... T'es 100% dans l'émotionnel à ce niveau-là. C'est comme la perception, l'instinct, tout ça. C'est que je considère que la tonalité est plus importante que les mots qu'on dit. Parce que la tonalité, finalement, c'est l'intention. Ça fait que, bon, professionnellement, tu comprends... je me fais, c'est pas une carapace, mais bon, on crée une distance automatiquement. Mais dans ma vie personnelle, non, c'est vrai que Sarah est très consciente de ça. Là, si elle me parle bête, je vais complètement fermé, coincé. Mais non, c'est ça, je trouve ça intolérable. Alors, c'est vrai qu'avec les gens, moi aussi, relativement, c'est-à-dire que j'ai cette capacité-là à être... Tu le ressens, puis t'es comme, ça me parle moins. Là, ouais. Ou d'être très accueillant, parce que finalement, c'est ça, tu sais, quand tu parles de trigger, les gens qui vont être peut-être plus agressifs, je me dis que comme je suis capable de reconnaître la sensibilité, c'est peut-être de les amener finalement à aller au-delà de cette agressivité-là, parce que c'est quoi la source, là? C'est quoi qui cause tout ça? Parce qu'un peu, c'est un petit peu comme ça que tu travailles aussi avec les gens. Quand tu vas dans le 0 à 1 an, c'est là que tout commence, mais
je pense que n'importe quelle relation, autre que dans ton service, même de mon côté, tu sais, je fais le parallèle, de mon côté, je veux savoir c'est quoi l'intention de l'entrepreneur derrière la business avant de marketer quoi que ce soit. Parce que si ton intention est clairement juste de faire de l'argent, probablement que tes valeurs de servir le monde et tout ça, ça va pas être aligné. Puis probablement que ta motivation, je mets des quotes là, dans ceux qui regardent la vidéo et qui ne l'entendent pas, là, mais que ta motivation, elle va avoir une fin. À un moment donné, si tu te rends compte que l'argent ne va pas nécessairement s'enligner avec ce que tu veux faire à court terme. Là, 100%. Fait que je pense que tout ça, ça se connecte dans l'espèce de chemin d'un individu, cheminement d'une personne, autant en affaires qu'au niveau personnel. Puis comme tu l'as mentionné, quand tu le dis à ta femme, à Sarah, quand vous parlez, vous comprenez. Oui, ouais, absolument. Oui, puis il y a toute la notion de travail sur soi aussi qui est importante parce qu'à partir du moment où souvent les gens qui vont me causer des réactions plus violentes, c'est les gens qui n'ont pas pris la peine d'aller voir le pourquoi de leur bébite parce que finalement, on a tous des bébites. Puis je pense que le plus vite qu'on les reconnaît, puis le plus vite qu'on est capable de prendre une distance par rapport à ça, puis d'évoluer, le mieux qu'on va vivre, puis le mieux qu'on va contribuer aux autres aussi. Ouais, ça fait qu'à ce moment-là, c'est vrai que si les gens sont fermés, puis je l'ai été pendant des années, là, tu sais, Sarah, pendant des années, me disait, tu sais, on était en couple, puis elle me disait, tu sais, pour passer par-dessous certains trucs, ça serait bien que tu ailles consulter. Puis ça a pris des années avant que je dise oui. Puis à partir du moment où je l'ai fait, évidemment, je me suis dit, tout le monde devrait faire ça, tu comprends? T'as compris. Mais c'est drôle que tu dises ça, parce que je parlais avec une amie hier, puis je disais, j'aimerais ça consulter de manière préventive parce que je sais même pas les genres de problèmes que je pourrais avoir parce que honnêtement, je dis vraiment pas pour show off, mais je me sens confiant dans ce que je fais, j'aime ma vie, j'aime ma blonde. En même temps, je suis curieux de mon mécanisme de pensée que, parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans à peu près. Puis je suis sûr que ça a laissé une séquelle quelconque, je suis certain. Ouais. Mais je la sens pas se manifester dans une base quotidienne, mais je suis curieux. Simplement. Puis tu découvres des fois des choses auxquelles tu t'attendais pas, qui te font penser, tu sais, la normalité, finalement, c'est ça avec quoi on est habitué. Exact. C'est pas nécessairement ce qui est optimal. Puis je sais que toi puis moi, on est des gens qui recherchent toujours à finalement, tu sais, potentialiser puis optimiser. Pattern recognition amélioré tout le temps. Oui, ça fait que je pense que tu peux jamais perdre au compte. Puis tu sais, c'est que si tu parles avec quelqu'un qui a cette formation-là, moi, j'ai beaucoup aimé la programmation neurolinguistique, là, qui est vraiment une forme de thérapie cognitive ou émotionnelle axée sur le maintenant, sur les résultats. C'est vraiment comme de la posturologie pour le cerveau, je te dirais. Vraiment, là, c'est des résultats très rapides, c'est des prises de conscience. Tangible, avec des exercices à faire. Donc, vraiment, de par le vocabulaire, de par les mots que tu utilises, puis on sait que les mots sont très puissants. Alors, ça se base, entre autres, là-dessus. De manière subconsciente aussi. Souvent, c'est ça. Ça va agir sur le subconscient à force de faire le travail. Donc, c'est... puis après ça, tout le monde a ses propres trucs qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Mais la PNL, moi, en tout cas, je sais que j'ai fait ça avec une dame qui avait à peu près 25 ans de métier, qui avait un background aussi comme comédienne. Donc, elle était très théâtrale, puis tu sais, ça me parlait, puis artiste. Elle présentait l'émotion là, dans sa main. Là, genre, elle contait des histoires. Puis finalement, à travers l'histoire qu'elle te contait, tu faisais comme, OK, là, je viens de comprendre quelque chose par rapport à moi, tu sais. Mais donc, quand elle sentait que tu étais un petit peu trop visé, puis que ça devenait trop intense, elle sortait de là. Exactement. Puis physiquement, tu comprends, c'est ça, le lien était intéressant avec la posturologie parce qu'elle voyait dans la façon dont je me positionnais, qu'il y avait... puis là, à un moment donné, je savais juste plus comment m'asseoir. Puis c'est là où tu vois qu'elle change le beat, là. Donc non, ça, c'est... moi, je pense que tout le monde aurait avantage à faire ce travail-là parce que on a tous... on a tous un background, un bagage. On a tous vécu des trucs qui nous ont un peu définis à notre insu, en fait. Tu sais, les gens sont un peu comme ils sont à cause de ce qu'ils ont vécu. C'est peut-être pas comment ils veulent être. Et donc, je sais qu'il y a une composante physique à ça, mais il y a définitivement une composante émotionnelle. Si on travaille les deux en même temps, je pense que ça peut être vraiment puissant. Je pense pas que ça nuit à rien dans aucun cas. Je sais qu'il faut que tu partes bientôt. Tu m'avais dit à 50, je pense? Ouais, avec 45, pas 15 minutes. Parfait. Parce que j'aimerais ça vraiment toucher un sujet. On a encore un petit peu de temps. Au niveau, tu as mentionné tantôt que je parlais avec Guillaume dans un des épisodes précédents où est-ce qu'on parlait de l'émotion reliée à tout ce qui était posturologie. Donc, ton impression par rapport à tout ça, on a frôlé le sujet à plusieurs reprises dans la conversation, mais c'est quoi le lien que tu fais toi-même entre les émotions d'un individu, sa posture, sa réhabilitation? C'est quoi comment je pourrais dire, c'est quoi ton mode de pensée quand tu regardes une situation? C'est vraiment basé sur les études les plus récentes en neurosciences, en fait. Puis c'est intéressant parce que les neurosciences sont en train d'envahir
tous les champs d'études, entre autres celui de la psychologie, qui, entre autres, la psychologie est vraiment basée sur beaucoup d'hypothèses et finalement, c'est quand même pas le champ d'études le plus absolu et le plus précis. J'inclus la psychiatrie là-dedans parce que c'est un peu le relais médical, mais qui, encore une fois, travaille sur... Tu sais, la psychiatrie, c'est le seul domaine de médecine où on travaille sur un organe qu'on verra jamais. Donc, c'est vrai qu'il faut être très, très bon pour être très, très bon psychiatre parce que vraiment, de travailler sur un truc que tu peux jamais voir, de par des constats qui sont quand même assez abstraits ou relatifs pour prendre des décisions qui sont assez précises, quand même, il faut le faire. Donc, tout ça pour dire que le câblage du cerveau, parce qu'on s'entend que les émotions vivent entre autres dans le cerveau, puis je sais qu'on a 2 cerveaux, mais bon, l'intestin puis ce qu'il y a entre les 2 oreilles, mais le câblage même du cerveau va permettre l'activité de certaines zones. Et il y a certaines zones qui sont très importantes pour la gestion des émotions. Entre autres, la partie la plus antérieure du cerveau, qui est le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, quand tu te cognes le front, c'est directement derrière. Et à partir de ce moment-là, ben, le cortex préfrontal, pour être développé à son maximum, entre autres, il faut passer avant par des étapes un peu plus motrices. Ce qui fait qu'à partir du moment où on a des manques de développement moteur, on peut penser que le cortex préfrontal a moins bénéficié d'activation et c'est celui-là qui est responsable de gérer les émotions. Et l'émotion la plus primitive, qui est la peur. Parce que, en fait, ce qui arrive, c'est que tu as beaucoup plus de connexions qui partent du système qui gère la peur vers le cerveau, je te dirais, décisionnel, que tu as de connexions qui partent du cerveau décisionnel vers les centres de gestion de la peur. Ce qui fait qu'on est fait pour avoir la chienne. Oh, et ça, c'est fait... Ouais, donc, tu sais, quand les gens essaient de contrôler quelque chose, je trouve ça très drôle. Puis c'est peut-être ce qui fait que j'ai beaucoup moins de stress dans ma vie depuis que j'ai étudié les neurosciences, parce que finalement, à force de lire, je me suis rendu compte que le contrôle n'existait pas. Le contrôle n'existait pas, la liberté n'existait pas non plus. Finalement, moi, je me fais plus d'histoire avec beaucoup de choses. Et puis, je suis pas plus malheureux pour autant. Au contraire, je pense que j'ai trouvé une certaine paix avec ça. Parce qu'au final... C'est ça qui arrive. Ben, c'est que comme tu contrôles jamais rien, à partir du moment où tu n'as pas de contrôle sur quoi que ce soit et que ça ne te dérange pas, c'est là où, d'après moi, tu commences à vivre une certaine liberté. Et que tu t'offres et que tu es peut-être le seul à pouvoir te l'offrir parce que c'est pas le gouvernement, c'est pas ton employeur, puis c'est pas tes clients, puis c'est pas ta blonde, puis c'est pas ta mère. C'est toi qui vas te l'offrir, cette liberté-là. Donc, l'idée, à ce moment-là, c'est de faire de la gestion. Et là, la gestion, c'est loin d'être un mot qui est sexy. Mais c'est le mieux. C'est le mieux qu'on peut faire. Donc, si on active vraiment bien le cortex préfrontal, qui est un peu comme l'aboutissement du développement moteur. Alors est-ce que ça se réactive? Parce que, en fait, c'est-à-dire que c'est en progression. Quand tu okay. actives la partie antérieure du cerveau, les premières zones à s'activer sont celles qui sont pour la posture puis le mouvement. Okay. Et si ça se poursuit, et ça se poursuit toujours un peu quand même, mais plus ça se poursuit et mieux ça se poursuit, ben plus que tu actives le cortex préfrontal. Alors là, tout d'un coup, tu deviens quelqu'un qui peut décider, rationaliser, planifier, développer des stratégies. Alors ça, c'est la partie un peu plus dorsolatérale. Et la partie un peu plus orbitofrontale, donc vraiment en avant, c'est plus pour le comportement. Alors, les gens qui ont des troubles de comportement, je les excuse maintenant toujours d'emblée, parce qu'à partir du moment où ils ont des troubles moteurs, je peux pas voir qu'ils vont vraiment arriver à moduler ça de façon importante. Donc, je les aime et je les accepte comme ça. Ça se peut que je ne veuille pas passer mes fins de semaine avec eux autres, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai un cercle très fermé de gens qui ont voulu faire ce travail-là sur eux-mêmes parce que sinon, je trouve que c'est des gens qui stagnent. Donc, j'ai laissé de côté des amis que j'avais de longue date parce qu'au final, c'est con à dire, ils ne voulaient pas être recalibrés en posturologie. Ben, les gens qui ont voulu le faire, j'ai évolué avec eux. Puis c'est au-delà du fait qu'on avait un intérêt commun parce que, tu sais, j'aime aussi les chips au ketchup, puis j'aime aussi le culturisme. C'est avec, tu sais, j'aurais pu vraiment continuer à me tenir avec des gens qui aimaient les chips au ketchup puis le bodybuilding, mais des gens qui n'ont pas accès à leur préfrontal assez pour dire qu'ils vont aller s'offrir la vie qu'ils veulent. C'est lourd. C'est lourd. C'est un gros boulet, un gros fardeau dans le sens, là. Ouais. Et c'est souvent les gens qui vont être plus rapides à critiquer, d'ailleurs, ce que tu fais. Oui. Et là, ça, évidemment, je trouve ça charmant, mais j'ai pas vraiment le temps pour la critique parce que, bon, à moins qu'elle soit constructive. Et tu vois, ça au H2, j'ai vraiment apprécié.
dans les 4 derniers mois, j'ai eu plus de feedback constructif que j'ai eu dans toute ma carrière. Aïe. Ouais. Donc, pour dire que c'est des gens qui veulent vraiment que tu aies du succès, puis qui viennent te voir, puis tu sais, hey Matt, tu prends ça de même, là, mais quand tu fais ça, je pense que tu sais, aujourd'hui, un de mes clients m'a parlé des cadres, il m'a dit qu'il était trop haut. Mais quoi, des cadres? Mes cadres dans mon bureau, Okay. il m'a dit, tu sais, c'est comme un peu chez les Africains. Il dit, j'ai visité pas mal de pays dans ma vie. Il dit, puis en Afrique, les cadres sont spécifiquement très hauts. Il dit, mais ils ont des plafonds de 18 pieds. Ça fait qu'il dit, toi, tes plafonds n'ont pas cette hauteur-là, donc tu pourrais peut-être baisser tes cadres. Il dit, je te dis ça de même. Mais donc, tu sais, ça c'est cool. Ça, c'est du feedback qui t'aide à... Puis c'est fait par des gens qui sont finalement un peu dans ce processus-là, eux autres aussi. Exact. Parce que comme ils essaient, eux, d'améliorer leur truc, quand ils te voient, ils font comme, ben là, écoute, moi, je pourrais faire ça. Ouais. Tout le monde a un bagage différent, tout le monde a une expérience. Justement, tu sais, qui va souvent en Afrique, là, tu sais, pas moi, là, en tout cas. Non, ben tu sais, ça fait que je l'ai pris, puis je me suis dit, Ouais. OK, ben je vais regarder comment je peux baisser mes cadres. Ouais. Puis pourquoi, puis comment. Puis... Est-ce que tu sens que ton ouverture d'esprit te permet d'être plus réceptif au niveau des recommandations, mais des critiques constructives? Ouais, en fait, je les invite parce qu'au final, tu sais, on est peut-être le pire juge de soi-même. Là. On se voit même pas aller, tu sais. On n'entend même pas notre voix de la façon qu'elle est vraiment quand je tu y sais. penses. C'est traumatisant, ça. Le pire, c'est au téléphone. Quand c'est j'enregistre mon premier message vocal, là, quelqu'un m'appelle, je l'entends sur son répondeur, je suis comme c'est le même que je sonne. Puis là, on fait un podcast, puis là, je suis comme OK, les gens vont avoir ma voix. Tu sais, des fois, je les réécoute dans l'auto, je suis comme j'avais pas beaucoup de voix ce jour-là, puis c'est trop ça me trouble toujours. Ah ouais, non, c'est ça. Moi, je trouve que j'ai une voix arrogante, donc souvent, je me suis fait dire que j'étais... Voix arrogante. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, je fais pas exprès parce que, évidemment, j'entends pas ce que les gens entendent. Oui. Puis moi, la façon dont je m'entends, je trouve pas que j'ai l'air arrogant. Mais c'est vrai que quand j'écoute des fois des trucs que je mets en ligne, je fais comme oh my God. Tu vois, je vais donner la perception de ton ton, tonalité, voix, tout ça. Je pense que la tonalité de quelqu'un qui veut tout le temps pousser les limites puis qui veut tout le temps challenger. Ouais. C'est l'impression que j'ai. Mais je pense que l'arrogance, ça ferait juste un miroir d'insécurité au niveau de ton interlocuteur devant toi qui serait comme qui se sentirait attaqué. C'est l'interprétation. Exact. Parce si que, tu parles avec un père au niveau de la confiance en soi, moi, je n'entends pas d'arrogance. J'entends la curiosité d'en apprendre plus, de démontrer des connaissances, de challenger. Parce que si tu lances un fait, que tu es confiant, c'est que tu veux en débattre. T'sais, une conversation, c'est une argumentation d'un sens. Absolument. C'est pas qui gagne, c'est évoluons, gagnons ensemble, apprenons plus. Moi, je demande à ce qu'on me montre mieux. Puis à partir de ce moment-là, dans ma carrière, quand je regarde la façon dont je travaille, j'ai quand même souvent changé mon fusil d'épaule. Sur 20 ans, quand je regarde le nombre de techniques que j'ai apprises, puis que j'ai défendues, puis que j'ai pratiquées, pour lesquelles on m'a payé, c'est quand même que j'ai souvent fait des modifications. Alors, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment l'aboutissement de tout ça. Et c'est loin d'être parfait, mais c'est comme la version la plus améliorée. À partir de ce moment-là, c'est ça. Non, je suis bien plus curieux qu'arrogant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Mais à partir du moment où tu es prêt à défier tout le monde et que tu t'inclus dans ce groupe-là, c'est là où, d'après moi, ça rend certaines personnes insécures. Les ostéopathes, par exemple, il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment moins. Parce que je suis le premier à dire, regardez, ce que vous faites, c'est vraiment bien, mais dans mon processus de compréhension des phénomènes, pour moi, vous ne traitez pas la cause. C'est noir sur blanc, je peux même pas m'en excuser. Vous ne traitez pas la cause. Est-ce que vos techniques sont relativement efficaces? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Est-ce qu'il faut faire? Oui, puis oui. Mais j'y arrive pas à dire que vous traitez la cause. Et c'est souvent le discours des ostéopathes. Et ça, j'avoue que ça me gêne beaucoup. Parce qu'en ce moment, ils sont tous un peu affolés au fait qu'ils vont avoir un ordre. Ben, ordre ou pas, vous traitez quand même pas la cause. Exactement. Donc, je me dis que d'un point de vue de résultat client, après ça, on peut se défendre de... Tout est dans les résultats. C'est vraiment une question de résultats. Puis moi, c'est le truc qui m'obsède. C'est vraiment d'améliorer le plus de gens possible. Hein? Puis, plus le défi est important, plus c'est hot. Plus que c'est hot, plus que tu prends de café cette journée-là. Exact. Puis il y a vraiment dans cette... moi, c'est l'excès, en fait, là, que je recherche, à savoir que, bon, à un moment donné, il faut que tu trouves un équilibre. Faut-tu vraiment? Ben, honnêtement, ce qui arrive, c'est que ça se fait un peu tout seul. Exact. C'est ton propre équilibre, pas l'équilibre imposé de la société. T'sais. Mais c'est ça, mais ton corps le recherche toujours. Ce qui fait que si, à un moment donné, tu vas avoir tombé dans l'excès... à un moment donné ou un autre, ton corps va en demander moins. Exact. Mais de vivre l'excès, en tout cas, c'est pour ça que je vis, ça c'est clair. Dans les extrêmes, là, dans les edges. T'as-tu déjà lu le livre de One Thing? Non, mais j'en ai entendu parler. T'aimerais ça, je pense. En fait, c'est que tu partageais la philosophie, mais tu sais, c'est vraiment intéressant de mettre en perspective ces idéologies-là, juste comme les mettre sur un piédestal, faire comme,
Ouais. Je te recommande. Ouais, OK, The One Thing. Tu vois, il y a un paquet de lectures comme ça que les gens me recommandent. Puis à partir du moment où ça touche pas directement ce que je fais comme travail, c'est le genre de livre que je vais lire quand je vais en vacances. Puis ça arrive pas si souvent. Mais tu vois, comme. Connecté au développement personnel et tout. Donc je vais aimer. Je pense que oui. Je me suis tapé 2 livres de Grant Cardone dans mes dernières vacances. Et ça, déjà, ça a été une ouverture parce que, bon, finalement, j'avais un peu ce profil de personnalité-là. Mais j'avoue que c'est ça. Je vais lire des trucs qui sont pas reliés directement, tu comprends, au l'étude mouvement. que tu... Ouais. Puis The One Thing, ben alors tu vois, ça va être mon livre de mes prochaines vacances. Je te ferai un compte rendu. Tu m'en donneras des nouvelles au part 2 que j'aimerais qu'on se rencontre parce que là, ça fait déjà... On arrive à notre limite de temps. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle de branding la prochaine fois. OK, parfait. Matt, merci d'être venu. Merci d'avoir pris de ton temps. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Les gens peuvent aller sur mon site web. Écoute, j'existe un peu partout, mais j'ai un site web que j'aime bien parce qu'à partir du moment où toute l'information est là, j'écris des blogs qui sont disponibles, il y a des vidéos, il y a des témoignages de clients. Donc, je te dirais que c'est un petit peu comme le hub. Alors, c'est Matt Boulet avec un T, matt.com. Et puis, je suis très présent sur Facebook. Et puis, à ce moment-là... live à chaque semaine? Ouais, je fais des lives à toutes les semaines. Maintenant, je fais de plus en plus de collaborations. Donc, ça, j'aime bien aussi. Mais non, le site web puis Facebook, les gens vont me trouver facilement. Cool. Instagram? Instagram aussi, mais je fais juste mettre des photos d'entraînement. Donc, c'est là où j'aurais besoin de tes services. J'ai pas encore maximisé mon Instagram, je l'avoue. C'est une question de choix, là. C'est une question d'utilité et tout. Ouais. Instagram, la chose que je pourrais dire, c'est que c'est là que tu vas avoir le meilleur engagement de manière gratuite. Oui. En commençant. Oui, parce que je sais que Instagram est un peu plus généreux envers les entrepreneurs que Facebook, alors on se parle. Jusqu'à ce que ça change. Ouais. On sait jamais. On s'ajustera en conséquence. Hey, merci beaucoup, Matt. Merci tout le monde d'avoir été là. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, gênez-vous pas de nous envoyer par Instagram, Twitter, n'importe quoi. @Simpark aussi, ça me fait plaisir d'entendre vos critiques. Ce que j'oublie tout le temps de dire à la fin du podcast, parce que je fais pas 2 takes, envoyez-nous un petit rating sur iTunes si vous aimez le podcast. On est maintenant sur Spotify, YouTube, comme vous pouvez le voir si vous regardez la vidéo actuellement. Spotify, YouTube, Breaker, name it, toutes les plateformes SoundCloud, là, tapez de Simon Says Show, vous allez entendre notre conversation. Finalement, on est partout, c'est ça que tu veux me dire. On essaye d'être partout. C'est pas mal cool, ça. On met toutes les chances de notre bord pour être écoutés. Incroyable. All right. Merci, Simon. Cheers, guys. Bye bye, à la prochaine.